Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série de l'Institut des régions ressources du Québec qui porte sur le modèle de Vorarlsberg. Votre animateur, Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec, vous présente M. Yves Lachapelle, qui est le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec et qui va nous parler de reprise, mais de reprise économique dans une perspective de développement durable au Québec. On va écouter ça avec la plus grande des attentions. Bonne écoute! Pour apprendre la forêt au Québec, c'était l'Université Laval. C'est là que j'ai migré à Québec, à l'Université Laval. Formation d'ingénieur forestier qui, à ce moment-là, était une formation vraiment axée sur l'aménagement des forêts pour l'approvisionnement des usines de transformation du bois. Et j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de faire des études de maîtrise. Une maîtrise en aménagement forestier, où j'ai suivi des cours en architecture. Et entre autres, un cours en architecture, c'était l'écosystème urbain. Comment voir la ville comme un écosystème? Parce qu'on étudie beaucoup en foresterie, on parle de la biologie, et on parle beaucoup des écologistes, mais le forestier, à la base, c'est quelqu'un qui a étudié au niveau de la biologie et de l'écologie des forêts. Et c'est toute cette connaissance-là des interrelations avec les différentes parties des écosystèmes forestiers qu'on essayait de revoir au niveau des écosystèmes urbains. Moi, je travaille actuellement pour le Conseil de l'industrie forestière du Québec, qui était un regroupement d'associations industrielles. Historiquement, il y avait une association pour les compagnies de pâte et papier, une association pour les compagnies de sciage dans le résineux, même une autre association au niveau des usines de sciage et de déroulage de feuillus. Donc, on avait une multiplication des associations, on se retrouvait devant le gouvernement avec des positions opposées et depuis 2002, on a décidé de réunir ces associations-là. Avant ça, j'avais eu la chance de travailler pour l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui est un organisme qui doit contrôler l'exercice de la profession d'ingénieur forestier, dans un souci de protection de l'intérêt public. D'ailleurs, quand je suis passé de l'Ordre des ingénieurs forestiers aux associations industrielles, je me rappelle encore une entrevue que j'avais eue pour l'engagement, c'est « T'as pas de problème à représenter l'industrie forestière, alors que là, tu protèges l'intérêt public. » Et je me rappelle encore ma réponse à ce moment-là, c'était l'industrie forestière qui permet une occupation dynamique du territoire, qui permet à maintenir énormément d'emplois et de familles dans leur milieu. Ça fait partie de l'intérêt public. Et c'est là, d'ailleurs, c'est la passion pour la forêt, l'importance de la forêt pour la société qui a toujours conduit ma démarche. Au niveau du Conseil d'industrie forestière, bien, on regroupe les compagnies de pâte et papier, le sciage et les usines de déroulage. En fin de compte, on représente plus de 90-95 de l'industrie de transformation du bois au Québec. On a, depuis quelques années, développé davantage la seconde transformation, bien, parce qu'au début, on était surtout dans la transformation primaire. Et je m'occupe des dossiers, c'est-à-dire que c'est d'abord avant tout pour les membres. Nous, on est payé par les membres, c'est les compagnies, les entreprises forestières comme telles, ils n'ont pas d'obligation d'être dans le Conseil de l'industrie forestière. Si ils acceptent d'être sous le parapluie du Conseil de l'industrie forestière, c'est parce qu'ils ont des problématiques communes. Ils ont des enjeux communs et ils acceptent de partager ces problématiques-là pour essayer de trouver de développer des consensus pour trouver des solutions à leurs problèmes communs. Au niveau des forêts, c'est une chose que je tenais à rappeler ce matin, c'est que le Québec est le leader en termes de certification forestière au monde. On parle beaucoup de la certification FSC. Lorsqu'on va chez le quincaillier, on voit les produits. On nous dit que ça provient de forêts certifiées, etc.
Mais au Québec, actuellement, on est au-delà de 80 des forêts publiques qui ont été certifiées par l'industrie. Lorsqu'il y aura le changement de régime l'an prochain, le 1er avril 2013, où le gouvernement reprend l'aménagement des forêts, on devrait être rendu à 96 %. Il n'y a aucun État, aucun pays, aucune province qui peut se vanter de la même chose. Puis je vous rappelle que la certification forestière, c'est une obligation là, de faire juger nos pratiques et nos résultats par un tiers indépendant sur les critères du développement durable reconnus internationalement, avec des indicateurs qui sont revus constamment dans un processus là, où on améliore. On parlait également du problème de relève. L'intérêt pour la forêt, l'intérêt pour le matériau bois, c'est incroyable qu'on n'ait pas ça. C'est une richesse superbe. Les gens en sont rendus ne se posent pas de questions. Ils préfèrent qu'on laisse vieillir les forêts jusqu'à temps qu'elles meurent, que l'arbre... Parce qu'un arbre, quand il meurt, là, c'est tout à fait dans la normale, naturelle. Il va commencer à se décomposer, il va émettre son gaz à effet de serre. Lorsqu'on récolte l'arbre avant qu'il tombe, avant qu'il meure, avant qu'il émette son gaz à effet de serre, puis on les met dans des produits qui sont recyclables, réutilisables, et que ça capture ce gaz à effet de serre-là pour des siècles, ou quand c'est dans du papier, c'est réutilisé. Le papier est réutilisé à 7-8 reprises, les feuilles de papier qu'on produit. Le bois de construction, lorsqu'on démolit des maisons, tous ces bois-là sont récupérés, je pense, à 80-90 %. Donc, c'est comme si c'était mieux de laisser pourrir le bois qui émet son gaz à effet de serre plutôt que de l'utiliser pour des biens pratiques pour la population. Moi, je ramenais d'où vient le matériau bois. Le matériau bois vient de l'aménagement des forêts. L'aménagement des forêts, il y a toute la structure industrielle qui permet d'utiliser ces matériaux-là. Et dans la transformation d'une industrie, parce que l'industrie, définitivement, on a vécu la pire crise de notre histoire, c'est pas terminé, on a encore des moments difficiles, mais en même temps, on a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'en viennent. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre les changements climatiques, le contrôle des gaz à effet de serre. Mais le matériau bois, c'est le matériau par excellence. Et puis c'est certain que on a développé, nous, au Québec, la construction à partir de 2 par 4, la construction avec ossature légère, etc. Mais dans les bâtiments commerciaux, institutionnels, industriels, on a très peu utilisé ça. Donc, on a une opportunité, mais qui pourra être possible seulement dans un ensemble. L'important, c'est de maintenir une structure industrielle la plus complète, la plus diversifiée possible. Et c'est dans ce sens-là que je donnais l'exemple pour le lac Saint-Jean. Ici, il y avait une usine qui fabriquait des panneaux à partir d'une essence d'arbre, le peuplier. Et quand, pour des raisons de marché, cette usine-là a dû fermer ses portes, ça a occasionné énormément de difficultés aux autres entreprises parce que toutes les parties de la structure industrielle sont liées d'une façon quelconque. Les papetières avec les scieries pour l'approvisionnement en copeaux, en sciure, en planure, l'aménagement des forêts qui dégagent des essences résineuses, feuillues, de peupliers. Donc, l'avenir est dans la diversification de notre structure, mais qui va passer, puis il faut être très clair là-dessus, par le maintien de notre noyau de base. Lorsque je dis que la production de sciage, le 2 par 4, la production de pâte et papier, ça doit demeurer une base très forte de notre structure industrielle. C'est pas par nostalgie du passé du tout. C'est qu'on a besoin de pouvoir traiter d'immenses volumes de bois. On a besoin, au niveau des papetières, on a des installations aujourd'hui qui peuvent traiter des centaines de milliers de tonnes de bois par année. Et ces installations-là peuvent nous permettre d'aller chercher non plus une valorisation de la fibre, mais une valorisation des composantes de la fibre. Et la fibre, là, c'est composé de cellulose, d'hémicellulose. Il y a toutes sortes de produits chimiques, de lignine, etc. Et là, on travaille à ce niveau-là.
On travaille à aller chercher la richesse chimique à l'intérieur du bois. C'est certain, lorsqu'on regarde chacune de ces fermetures-là, chacune de ces portes d'emploi, c'est toujours une crise. C'est une crise pour le milieu, c'est une crise personnelle, c'est une crise familiale. Ça amène énormément de crises. Mais on a vécu une crise sans précédent là, dans les marchés, dans les produits. Il y a eu une remise en question de tout notre système de fonctionnement. On était des grands producteurs de papier journal, des grands producteurs de bois qui produisaient puis on vendait par la suite. Maintenant, on est en train de changer tout ce système-là. On est davantage collé sur notre client. Au lieu de regarder notre usine, on regarde le client, puis qu'est-ce que tu as besoin, et puis on va produire ce que tu as besoin. Les marchés sont internationaux, la concurrence est féroce, et pour pouvoir se développer, pour pouvoir se maintenir, il faut prendre des actions. Et ces actions-là commencent lorsqu'on regarde les enjeux de la société, les besoins de construction aux États-Unis. Juste regarder la population américaine. Dans la population américaine, la partie hispanique de la population américaine qui est de plus en plus importante. Là, on parle de gens qui sont installés aux États-Unis depuis 2-3 générations. L'immigration hispanique des premières générations était surtout des locataires. Là, après 2-3 générations, là, on a des populations instruites qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui vont avoir légitimement, ils vont vouloir accéder à la propriété. Il y a le marché américain, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il reparte. On ne reviendra jamais les maximum de mise en chantier qu'on a connu avant la crise, mais il y avait une partie spéculative puis, qui était là-dedans. Mais on devrait avoir des conditions là, pour que l'industrie du sciage puisse refleurir, là, disons, à la fin de 2013-2014. Il faut être au rendez-vous. Puis c'est là que c'est important que nos entreprises prennent des décisions aujourd'hui pour être en mesure de se développer pour profiter de cette reprise de marché-là. Et dans les pâtes et papiers, c'est la diversification. Il y a des marchés qui demeurent très bons, en croissance. Les cartons d'emballage, parce qu'on continue de produire, donc on va continuer d'emballer. Les papiers tissus, Kleenex et autres, qui sont toujours en augmentation avec la population. Il y a ces produits-là qui sont en positionnement, mais il y a tout ce qui est à découvrir. Et là, c'est les possibilités du bois. Là. Le bois, c'est probablement le matériau le plus noble. L'Europe nous donne beaucoup de leçons, en autant qu'on est capable d'en tirer les bonnes leçons. Si on regarde l'Europe, d'ailleurs, moi, quand j'ai suivi mon cours d'ingénieur forestier, on prenait les pays scandinaves comme exemple. Puis on disait, les pays scandinaves, ils aménagent la forêt, il y a le principe du rendement soutenu, puis on assure le maintien de la récolte de bois ad vitam aeternam. Et on s'est aperçu rapidement que oui, c'était bon, mais c'était pas transposable nécessairement au Québec. Il fallait partir de cette expérience-là pour vraiment voir qu'est-ce qui peut être fait au Québec. La même chose au niveau de la construction en bois. Les Européens sont une population très concentrée. On l'a vu, là, les chiffres, là, la forêt prend très peu de place par rapport ici. Donc, ils ont su mettre en profit le potentiel de leur forêt compte tenu de leur rareté. Nous, ici, on avait l'abondance. Vous savez, tout ce qui est gratuit, là, à un certain moment donné, là, ça amène à une malutilisation, une sous-utilisation. Là, cette abondance-là, on s'aperçoit qu'il y a des limites. Puis c'est l'utilisation de l'espace, l'utilisation de l'énergie. Pascal Tribouleau parlait du coût de l'énergie. Je pense qu'il a parfaitement raison. Lorsque ça ne coûte rien, se chauffer. Le chauffage électrique, c'est probablement le chauffage le plus inefficace. Par contre, toutes nos maisons sont chauffées à l'électricité.
Et là, il y a de l'interfinancement parce que le secteur industriel paye pour diminuer les taux du domiciliaire. Le domiciliaire, comme ça coûte pas cher, on le gaspille. Il y a certains éléments qu'il va falloir finir par prendre conscience. Au niveau de l'utilisation de la biomasse pour le chauffage institutionnel. Aujourd'hui, lorsqu'on a l'accès au gaz naturel, ici, le bois, la combustion du bois n'est pas concurrentielle du tout. Lorsqu'on utilise du fuel, du bunker pour chauffer, là, ça devient intéressant. Donc, c'est certain que le coût d'énergie est en rapport direct avec notre besoin d'utiliser la forêt ou les ressources forestières à sa pleine utilisation. Mais il y a vraiment au niveau de la société quand même une prise de conscience qui devient importante, que la forêt, c'est important, la forêt fait vivre le monde, que l'aménagement durable des forêts, surtout dans un cadre où on est certifié puis audité par des tiers comme FSC, qui est à l'origine un groupe environnemental. On démontre qu'on fait les choses correctement, qu'on rencontre les critères de développement durable, mais cet aménagement-là, c'est simple, c'est même souhaitable. Parce que l'arbre l'arbre qui meurt, il émet son gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tandis que l'arbre qu'on utilise, on capte le gaz à effet de serre. Donc, rapidement, l'industrie forestière, c'est quand même une industrie importante pour toutes les régions. Je crois qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais je passerai rapidement là-dessus. C'est clair, lorsqu'on parle d'un projet de développement du plan Nord, et là, on veut développer le Nord, la première chose qu'on dit quand on établit la limite sud du plan Nord au 49e, c'est le secteur d'approvisionnement de l'industrie forestière. L'industrie forestière va chercher plus d'1 mètre cube sur 2 au nord de la limite nordique. Donc, pour nous, le Nord, ce n'est pas un projet de développement, c'est un projet d'occupation dynamique du territoire. Pourtant, cette même forêt, c'est une forêt qui est actuellement certifiée à 80 %. Lors du changement de régime, le 1er avril 2013, on devrait avoir complété 96 % du territoire public québécois sous forme de certification. Oui, FSC, c'est le principal standard qui est utilisé au Québec, mais on en a d'autres. On a le standard canadien avec CSA et on a un standard SFI, Sustainable Forestry Initiative, qui a été développé aux États-Unis. Souvent, même, il y a des territoires qui sont certifiés avec 2, 3 standards, suivant le besoin des clients. Donc, pour répondre aux clients, on a certifié le territoire. On a vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de certification, mais le Québec est vraiment le leader mondial en termes de certification. Puis ça, on ne l'a jamais dit non plus. Et ça fait partie aussi lorsqu'on parle de l'avenir, peut-être la nécessité de développer un label au niveau de la qualité de l'aménagement forestier qui se fait au Québec. Les produits traditionnels auront toujours une place extrêmement importante. La structure industrielle, si elle doit se diversifier, elle ne doit pas abandonner sa base. Et on le voit, là, on a vu qu'ici, dans la région du Lac-Saint-Jean, quand l'usine Chambord a fermé, les difficultés qu'on a eues, autant au niveau de l'aménagement des forêts que de l'approvisionnement des usines. Donc, la structure industrielle la plus complète, c'est ça que ça nous prend. Et oublions pas d'importer papier. Oui, on va sortir, on va faire moins de papier journal, puis on a vu la douleur que ça cause lorsqu'on a réduit la capacité de production de papier journal. Actuellement, c'est certain que les entreprises qui sont dans le papier journal maintiennent
leur place par un contrôle extrêmement serré des coûts. Ils n'ont pas le choix. Leur survie dépend de la mort des autres. Et c'est inévitable. Mais ces structures-là demeurent quand même des organisations territoriales avec une capacité de traiter un grand volume de matières ligneuses. Et là, c'est ça qui permet tous les autres marchés. On parle de biocarburants, d'énergie verte, tout ça. Cette capacité de traiter de grands volumes de biomasse est essentielle pour pouvoir aller chercher ces choses-là. Mais avec FP Innovation, encore une fois, ils ont mis en place une usine pilote pour produire à l'échelle industrielle des nanocelluloses cristallines qui sont bien connus par nos chercheurs, nos ingénieurs, nos scientifiques. C'est un produit qu'ils connaissent bien, mais qui n'avait jamais été produit sur une base industrielle. Comment développer les produits et les marchés sans cette étape-là? Là, on a cette étape-là. Une fois cette étape franchie, c'est évident que ça permet cette diversification dans les produits. L'approvisionnement en matières ligneuses, le Québec, on a une belle fibre, on a une ressource, le financement, bien entendu, le changement d'orientation des usines, la transformation de l'industrie forestière, ça demande d'avoir accès à du financement. Et il y a du petit financement qui peut être très dur à acquérir, du gros financement qui va être plus facile. Il y a quand même cet aspect-là qui est essentiel à chacun des projets. Ce qui ressort également, c'est le leadership. Des histoires à succès qu'on a connues au Québec, il y avait toujours une, deux personnes qui avaient assuré le leadership de la transformation de cette industrie-là. Et ça passait par ce leadership-là, mais beaucoup aussi par l'appui des travailleurs. Les travailleurs sont essentiels. On voit là, déjà les défis qu'on a au niveau de la main-d'œuvre pour les années à venir, suite notamment à l'erreur borale, suite aux barbus qui enseignent à l'Université Laval. Mais on a, sans travailleurs, on n'a pas d'avenir. Puis, n'oublions pas qu'on fait ça pour les gens, avec l'intelligence des gens. Et l'appui du milieu, bien entendu, c'est fondamental également. Fait que là, j'aurais pu vous présenter plusieurs exemples. Je vais vous en présenter seulement quelques-uns rapidement. Je vous donnerai le cas de Tembec à Témiscamingue. Au début des années 70, CIP avait une usine de pâte Kraft à Témiscamingue. Dans la consolidation, rationalisation, l'usine fermait. Les travailleurs se sont pris en main, et notamment avec Frank Dettori, avec 3 autres employés de la CIP, pour repartir cette usine-là. Les travailleurs sont devenus actionnaires et ils ont eu aussi une forte participation du milieu pour notamment la ville de Témiscamingue. Tout le monde se sont mis derrière ce projet-là et le projet a réussi à fonctionner. Si vous visitez l'usine de Témiscamingue, c'est assez impressionnant. Lorsqu'on visite l'usine de Témiscamingue, on s'aperçoit qu'eux sont déjà là, mais avec une usine du 20e siècle. L'usine, c'est vraiment un bâtiment d'époque, mais on va récupérer tous les biogaz, on va produire 7-8 produits chimiques différents. On fait de la pâte, la cellulose de spécialité qui va s'adapter sur mesure aux besoins des clients. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour eux, là. Ça ne veut pas dire que pour Tembec, qui ont réussi à maintenir cette usine-là dans son milieu, qu'ils s'en tirent mieux que les autres. Probablement qu'ils ont plus de cordes à leur arc. En ayant diversifié. Un autre cas, la scierie Bois-Sacco sur la Côte-Nord, à Sacré-Cœur. Cette usine-là, ça faisait 3 faillites là, consécutives. Là, puis on a vu à un certain moment donné, justement, des gens du milieu qui ont réussi à impliquer les travailleurs. Les travailleurs des syndicats qui étaient en forêt, en usine, ont accepté d'embarquer dans ce projet-là, en se transformant d'une structure syndicale à une structure coopérative et vraiment faire de leur usine le projet de leur municipalité, de leur milieu. Dans les conditions de succès, il y avait un réinvestissement continu des profits dans l'entreprise. Ce n'est pas une garantie de succès, mais le milieu a réussi. Puis là, on parle de 85, là.
après 3 faillites, de développer ce beau projet-là de Bois-Sacco. Bois-Sacco, d'ailleurs, c'est une usine qui a fait plusieurs partenariats, notamment avec les Premières Nations, a développé différents produits pour utiliser leurs coproduits du sciage, des panneaux, ils sont même dans des granules de bois. Donc, c'est un autre exemple. Et voilà, c'était la dernière émission de notre série présentée par l'Institut des régions et ressources du Québec et qui portait sur le développement dans le domaine de la foresterie ou du bois ou du modèle de Vorarlberg, ce modèle particulier au niveau de l'utilisation de la forêt. Pour en savoir davantage et suivre les activités de l'Institut des régions et ressources du Québec, vous faites tout simplement le www.irrquebec, tout attaché en petites lettres.org, et vous aurez davantage d'informations pour poursuivre vos réflexions à l'égard de l'utilisation ou du développement de la foresterie au Québec. Bonne fin de série, au plaisir de vous retrouver.